Donc, l'objectif de cette session était justement de faire la relation entre la recherche et le projet. Donc, comment appliquer les résultats de la recherche sur les projets d'urbanisme ou d'architecture. Donc, pour nous aider, trois intervenants. Tout d'abord, je vais présenter Marie Loy, qui est économiste, éco-conseillère et conseillère en participation citoyenne, qui travaille à l'ASBL Espace Environnement et qui va nous parler du projet Living Green. Voilà, bonjour à tous. Je vais essayer de faire un petit peu plus court que les autres intervenants pour essayer d'un petit peu rattraper le retard. Donc au niveau d'espace environnement, peut-être en... Merci. Peut-être juste en deux mots au niveau d'espace environnement, l'organisme pour lequel je travaille. Donc c'est un organisme d'utilité publique neutre qui existe depuis 1972, qui compte plus ou moins une quarantaine de travailleurs dans trois grandes équipes, l'équipe urbanisme, l'équipe environnement et l'équipe santé et habitat. Donc des équipes vraiment avec des parcours et une formation vraiment très pluridisciplinaire. Et on travaille avec des objectifs communs évidemment de développement durable et de participation citoyenne sur une série de projets, de thématiques et autres. Des projets qui peuvent être européens, régionaux, locaux. On est également organisme de médiation, de concertation et on est basé donc sur Charleroi. Alors moi je suis responsable du projet Living Green qui est un projet européen. L'objectif de ce projet est vraiment de promouvoir et mettre en œuvre la rénovation durable dans la zone de l'Europe du Nord-Ouest, parce qu'il y a un riche patrimoine urbain dans cette zone-là. Et donc c'est à un moment donné arriver à faire se rencontrer technologies existantes et besoin de maintenir une certaine qualité architecturale, multifonctionnalité, cohésion sociale, favoriser bien sûr l'éco-rénovation et stimuler l'artisanat et l'emploi. Voilà les trois, je dirais, sous-objectifs, en gardant en tête le principe de mettre en avant la rénovation durable. Alors on a 9 partenaires dans 5 pays. Certains partenaires qui avaient comme rôle de développer un centre de démonstration, donc partir d'un ancien bâtiment, d'arriver à le rénover pour en faire un centre de démonstration, et d'autres partenaires comme Espace Environnement qui devaient développer des méthodes, des outils pour arriver à sensibiliser les citoyens, les entreprises à cette rénovation durable. Alors il a commencé mi-2008 et se terminera avec une extension en juin 2015. Alors quand on parle c'est vrai, de résilience des territoires, ben ici c'est un petit peu le fait de promouvoir cette rénovation durable, aller plutôt vers de la rénovation plutôt que de détruire et de construire et de continuer à empiéter sur l'aménagement du territoire. Alors au niveau des partenaires qui ont un centre de démonstration, on a le National Trust à Londres, on a la ville de Lille avec maintenant la maison de l'habitat durable. On a la White Rose, qui est un hôtel particulier situé à Delft, aux Pays-Bas. On a la ville de Ludwigsburg, en Allemagne. Et on a l'Ecohuis, qui existait déjà et qui a été rénové et qui est situé à Anvers, donc chez nous. Alors bien sûr, ce projet donc, parle du patrimoine bâti existant. Hein, on parle bien du bâti existant. Toutes sortes de patrimoine, grand patrimoine, petit patrimoine. Patrimoine qui est malheureusement en danger, qui vieillit, qui se dégrade, alors soit par le temps, soit par la faute de l'homme. Et à un moment donné, ben voilà, il faut faire quelque chose pour remédier à ce problème. On n'est pas sans savoir, évidemment, justement, on parlait, quelqu'un disait, on n'a pas parlé de changement climatique. Ben voilà, pour moi, c'est le contexte ici de dire, ben oui, il y a un dérèglement climatique. On sait que le secteur du logement
est responsable de près de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un levier très important. Il faut se focaliser sur la rénovation et non pas uniquement sur la construction. Et c'est vrai qu'au niveau de la législation actuelle, on mise tout sur la construction. On a vraiment des normes très strictes à venir pour la construction, mais quid de la rénovation? L'enjeu pourtant est là. Alors des techniques existent pour rénover durablement ce bâti, et donc c'était l'idée vraiment de ce projet d'arriver à le montrer. Et donc, concernant les actions d'espace environnement, pour un petit peu essayer de faire le lien avec le thème du jour, c'est vraiment, nous, notre rôle a vraiment été d'essayer de développer une série d'outils, de méthodes pour sensibiliser le candidat rénovateur, sensibiliser les artisans à l'importance de la rénovation des bâtiments, rénovation la plus durable possible. Donc au niveau des actions phares d'espace environnement, donc les voici les principales. Je vais les passer en revue toutes, pas trop en détail, mais quand même. La toute grosse action, qui est la dernière, enfin la plus récente, c'est la réalisation d'une thermographie aérienne. Alors pourquoi une thermographie aérienne? En fait, le souhait du partenariat était que chaque partenaire puisse à un moment donné mettre en place une action développée par un autre partenaire dans le passé. Et la thermographie aérienne a été développée par la ville de Lille et la ville d'Anvers. Et donc on s'est dit que ça pouvait finalement être intéressant de choisir cette action, de la mettre en place sur Charleroi. Ça pouvait être un outil utile, intéressant, pédagogique, pour communiquer sur l'importance de l'isolation de la toiture. Et donc, voilà, on est parti sur cette action-là, sur Charleroi. Ça a été étendu à Courcelles, Fontaine-l'Évêque, Farciennes et Châtelet. Donc ça couvre plus ou moins 215 km², donc ce qui est quand même pas rien. Et donc le survol, pour information, a eu lieu le 5 mars, ici, 2014. Alors, quels étaient les objectifs de l'opération? Vraiment amener les personnes à s'interroger sur l'efficacité thermique de leur habitat et inciter les personnes à aller plus loin et à prendre rendez-vous avec un conseiller. Parce qu'on sait que le toit représente quand même près de 30% des déperditions. Et donc si un toit est chaud, c'est que la chaleur sort au lieu de rester. Et donc ça peut s'expliquer par deux raisons. Soit une mauvaise isolation, soit un chauffage excessif, soit un petit peu des deux. Et donc l'intérêt était d'arriver à un résultat qui peut être comparé à celui-ci, qui est une carte donc détaillée. Donc on a différentes couleurs sur une toiture. Donc ce qui est bleu ici, foncé, n'est pas perceptible. Ça veut dire que c'est nul, perception nulle, il n'y a pas d'interprétation possible. Au niveau des autres, là il y a une interprétation possible, alors il faut prendre le temps, idéalement aller auprès d'un conseiller pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. C'est ce qu'on appelle la carte détaillée. Et puis il y a ce qu'on appelle la carte moyennée, qui fait une moyenne de la couleur sur la toiture. Donc on a une couleur au lieu de cette multitude de couleurs. Alors pour nous, c'était une action qui se voulait vraiment un outil de communication en tant que tel, parce que c'est sûr que ça ne remplace pas du tout un audit énergétique. Donc c'est un des outils qu'on a commandé, c'est un site web propre qui s'appelle thermocarolo.be, où il y a une série d'informations évidemment sur ce site. Il y a moyen de télécharger la brochure. J'en ai une ici si vous voulez la voir, mais c'est vrai que j'ai apporté un petit peu une série de fiches qu'on a rédigées. Bon, je ne saurais peut-être pas les montrer là comme ça, mais si ça intéresse quelqu'un, il peut venir voir après. Donc c'est vrai qu'ici, on a demandé aussi des atlas papier, des posters, des affiches, des roll-up, etc. pour vraiment communiquer là-dessus. S'il n'y a pas de communication autour d'une thermographie, ça ne sert vraiment à rien. Alors, bien sûr, tout seul non plus, ça ne sert à rien. Et donc, on a associé des partenaires, je dirais, un peu plus techniques, la Maison de l'Habitat Durable et le guichet de l'énergie de Charleroi pour les informations plus techniques propres à l'isolation, pour l'accompagnement des personnes dans leurs projets de rénovation. Et puis, bien sûr, les communes concernées. Pour Charleroi, la Maison de l'Énergie. Et pour les autres communes, c'était plutôt le service urbanisme des communes concernées. Alors, il y a juste Farciennes qui n'a pas souhaité se joindre au projet. Voilà. Alors, une série, évidemment, de communication a eu lieu. D'abord, ça a commencé par une conférence de presse début septembre.
Et puis une réunion publique dans chaque commune pour vraiment expliquer aux citoyens l'objectif de l'opération, comment est-ce qu'on interprète les résultats, comment est-ce qu'ils peuvent être aidés pour la suite, etc. Et puis une présence au salon Énergie Habitat aussi. Voilà, ça concerne la première action. Concernant la deuxième action, qui est la mise en place de 5 Réno-teams, ça c'est vraiment une action qu'on peut dire, ça fait partie de la résilience dans le sens où c'est vraiment mettre les gens ensemble, le fait d'être en réseau, c'est vraiment important de ne pas se sentir tout seul. Une Réno-team, c'est une équipe de personnes qui est engagée dans un projet de rénovation, qui participe à des rencontres collaboratives conviviales pour échanger sur les questions, les savoir-faire des uns et des autres. Et donc c'est une communauté de pratique composée de citoyens engagés dans la même activité. Ici, c'est la rénovation qui se veut la plus durable possible. Alors, quels sont les buts d'une Réno-team? Améliorer les connaissances en rénovation, en éco-rénovation des candidats rénovateurs, aider à avancer dans leur projet de rénovation, les sensibiliser aux économies d'énergie, mais pas seulement, aussi aux avantages des matériaux écologiques, cette notion de qualité d'air intérieur sain, et les valeurs patrimoniales aussi des habitations, etc. Avec 2 objectifs sous-jacents, faire en sorte que ces personnes puissent apprendre à apprendre en les autonomisant, et faire se rencontrer offre et demande, c'est-à-dire professionnels et candidats rénovateurs. Donc c'est pourquoi, en parallèle, on a à chaque fois essayé de mettre en place Réno-team et groupements d'entreprises locaux dans une même zone géographique. Enfin, j'y reviendrai après. Et donc au final, on a développé en fait 3 types de Réno-team. Les Réno-team ménages. Il y en a eu 3. La Réno-team pour les personnes plus précarisées et la Réno-team pour les comités de quartier. Donc là, on a à chaque fois dû, pour les 2 autres Réno-team, un petit peu adapter notre méthodologie, la manière d'aborder ces publics cibles est évidemment un petit peu plus particulier. Voilà, donc concernant la 3e action, il s'agit de GRAP, ou groupement d'entreprises locales en rénovation durable. Donc on en a mis en place 3. Alors qu'est-ce que c'est? C'est d'abord en fait un réseau d'entreprises qui sont complémentaires. Le terme complémentaire est très important. Complémentaires et qui partagent des valeurs communes et qui sont situées dans une zone géographique définie. On travaille vraiment à une échelle locale ici. Réseau qui peut être mis en réseau à son tour, bien sûr. Donc, le réseau local peut être mis en réseau à une échelle régionale, hein, évidemment. Donc, ça a été le cas pour les groupements ici en Wallonie, essayer de les mettre en contact avec le cluster éco-construction, par exemple. Alors, à qui ça sert et pourquoi? D'un côté, il y a le maître d'ouvrage qui se pose une série de questions. Voilà, je dois rénover ma maison, j'ai pas mal de choses à faire. Je me pose des questions sur quels matériaux utiliser, quelles techniques utiliser. Est-ce que je fais appel à des entreprises, je fais appel à des artisans? Est-ce que j'ai besoin d'un architecte? J'en sais rien. Et quoi de l'écologie? Je sais que je dois faire attention à l'environnement, à ma qualité d'air, mais voilà, je n'en sais rien. Il y a trop d'infos, comment est-ce que je fais? Et puis de l'autre côté, il y a l'entrepreneur qui se pose aussi une série de questions, qui est un petit peu perdu aussi, un peu, parce que voilà, il doit travailler son chantier, et puis il y a la question de la publicité, il y a la question de l'écologie aussi, hein, arriver à respecter les nouvelles réglementations. Le côté administration, bien sûr, et la rentabilité, évidemment, ça va de soi. Et un des facteurs quand même importants, c'est la compréhension sur le chantier, parce que souvent, ils ont quand même du mal à se comprendre. C'est assez étonnant, mais ils ne parlent pas toujours le même langage. Et donc, le fait d'être ensemble, on va voir, ça permet une meilleure circulation d'informations sur le chantier. Et donc, il y a pas mal en fait d'avantages à se regrouper. Non pas seulement pour les entreprises qui se regroupent, mais pour le maître d'ouvrage aussi, puisque grâce à ce groupement, il a accès en fait à plusieurs entreprises locales qui se connaissent entre elles, qui partagent les mêmes valeurs, ce qui facilite le déroulement sur le chantier, puisqu'elles savent comment chacune travaille.
Donc on prépare le travail de l'autre entreprise qui va arriver sur chantier. Au lieu de saccager souvent le travail réalisé, non, on sait comment ça se passe. Alors on a aussi accès à l'information grâce au réseau, puisque ces entreprises se parlent, échangent de l'information, des techniques, etc. Et donc ça offre une certaine garantie au maître d'ouvrage que les entreprises partagent les mêmes valeurs qu'elles aussi, ce qui est important. Le maître d'ouvrage ne se sent pas floué ou à voir par rapport à ce qu'on lui propose. Alors au niveau de l'entrepreneur, il y a aussi une série d'avantages. C'est cette mise en réseau quand même, le fait de ne pas se sentir tout seul non plus, tout le temps, hein, des entreprises qui partagent aussi les mêmes valeurs qu'elles. Cet échange d'informations, cet échange de savoir, on se rend compte que c'est très important aussi pour elles. Ce dialogue, de pouvoir savoir comment finalement ça se passe pour un électricien, pour un toiturier, pour un chauffagiste, etc. Et donc, c'est vraiment un gage d'une meilleure circulation de l'information sur chantier et que ça se passe mieux et que ça se passe plus vite et qu'il n'y ait pas toujours des doublons, notamment sur les devis, puisqu'on ne sait pas qui va prendre le poste en question. Là, il y a cette clarté. Et puis aussi, il y a cette visibilité accrue, le fait de ne plus être tout seul. Je peux peut-être aller sur un salon, je peux avoir un site web peut-être mieux, je peux peut-être me permettre une brochure et voire même mutualiser peut-être certaines tâches comme un secrétariat commun par exemple. Alors au niveau des résultats, au niveau des 3 groupements mis en place, donc on a un sur Enghien qui s'appelle Sana Construo, qui existe depuis déjà quelques années, qui est tout à fait autonome et qui fonctionne bien. Le deuxième c'est celui à Lille qui s'appelle Aramis, qui fonctionne très bien aussi, qui a son site internet et qui essaie de répondre à des marchés publics. Et le troisième est celui sur Charleroi qui a été développé cette année, qui lui en est encore au balbutiement et qui se cherche un nom, qui se cherche encore essayer d'agrandir le nombre d'entreprises dans le groupement, mais qui en tout cas tient bon et essaie de faire en sorte que ça dure. Alors au niveau de l'action numéro 4, il s'agit de la réalisation de la série de fiches pas à pas. Je réussis ma rénovation. Alors pourquoi une série de fiches comme ça? Donc, elles sont téléchargeables sur le site internet d'Espace Environnement si ça vous intéresse. Simplement pour aider les ménages dans leur projet de rénovation, tout simplement. On s'est rendu compte que ça manquait, un outil pour les aider pas à pas dans leur projet. Et donc, comment est-ce que ça a été possible de les aider? Parce que ces fiches suivent l'ordre chronologique du projet de rénovation. Donc, elle aide vraiment le candidat rénovateur à anticiper chaque étape. Donc ici, je vais vous montrer la première fiche, enfin la première page de chaque fiche. Il faut savoir que ce sont des triptyques ou des... donc voilà, vous n'allez pas tout voir évidemment, mais là, ce n'est pas possible. Mais ça vous donne un petit peu une idée de la manière dont elles sont rédigées. Donc la première fiche, l'étape 1, c'est acheter un logement à rénover. Est-ce que j'achète? Est-ce que je loue? Ça, c'est d'abord évidemment la première question. Et ici, vous voyez, c'est le petit sigle qu'on a mis qui permet en fait de... Chaque fiche a sa couleur, si vous voulez, ça permet un peu de mieux retrouver les fiches lorsqu'elles se trouvent dans une farde à onglet, par exemple. Voilà, un petit détail, mais juste pour vous donner l'information. Donc la fiche 1, acheter son logement. La fiche 2, se renseigner et faire des choix. Donc c'est le fait de prendre un bon départ. La fiche 3, c'est écrire les grandes lignes du projet. Donc c'est m'aider et les aider à écrire leur projet de rénovation, à aller à l'essentiel, préparer les échanges. La fiche 4, c'est s'entourer de bons professionnels. Donc là, elle est subdivisée en 2. Il y a d'abord quels sont les acteurs qui peuvent m'aider à concevoir et réaliser mon projet. Et ensuite, comment je reconnais un bon professionnel, parce que parfois aussi, ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, ici, ce sont des fiches qui permettent d'aider à ça. Une fiche pour l'auto-rénovation, pour les personnes qui veulent tout ou partiellement rénover eux-mêmes. Donc quand même une petite fiche pour les aider là-dedans. L'étape 6 qui est connaître les démarches liées au projet. Donc c'est quand même les droits et devoirs de chacun, quelque chose d'assez important qu'on a parfois tendance à oublier. Quelles sont les garanties, quelles sont les assurances.
Ensuite, l'étape 7, elle est divisée également en 2 types de fiches. Il y a d'abord, je prépare ma demande de devis, et puis je demande des devis et je les analyse. Donc, il y a aussi des exemples de fiches pour aider les personnes dans leur écriture et dans leur analyse de devis. L'étape 8, c'est signer les contrats. Voilà, c'est bien, je signe, mais comment je le conclus, quand je paye mes factures, que doit mentionner le contrat, toutes ces questions-là. L'étape 9, suivre le chantier. Voilà, c'est signé, c'est super. Maintenant, quand même, l'étape de suivre le chantier est quand même très importante aussi. Et puis, après les travaux, voilà, je rentre dans ma maison et puis il y a tout le reste, quoi. Voilà, après, c'est l'entretien, c'est la manière dont on va aménager notre maison pour essayer d'être le plus cohérent possible. Et puis la fiche 11, qui est en fait une fiche de référence et de contact pour aider les personnes à bien se documenter avec une série d'organismes de conseil et d'accompagnement qui est proposée. Donc c'est valable pour la Wallonie et pour la France, puisque cette série de fiches a été écrite dans le cadre de 2 projets européens, Living Green, mais aussi Réemploi, qui est un projet transfrontalier. Et donc c'est pour ça que c'est valable pour la Wallonie et la France. Alors la 5e action, c'est la création d'une valise de matériaux. Voilà, donc c'est une valise en carton qui est vraiment très légère. On y retrouve 35 matériaux différents avec des fiches techniques. On a distribué cette valise à tous nos partenaires et l'idée c'était que ça puisse être utile dans les cas justement de Renoteam où on aide les personnes à les conseiller au niveau du choix de leurs matériaux par exemple, ou dans le cas de d'autres animations qu'on peut faire. Ils peuvent toucher, ils peuvent sentir, ça a pas mal d'intérêt et puis c'est facilement transportable. La 6e grosse action, et je pense que c'est la dernière d'espace environnement, protéger et bien rénover les centres anciens de qualité. Là, elle est subdivisée, je dirais, en 3 sous-actions. 5 fiches pour protéger les centres anciens, une fiche sur la rénovation durable et une fiche sur le centre ancien de Péruvée. Alors, protéger les centres anciens, donc il y a 5 fiches comme ça qui ont été rédigées. Et donc, elle traite des zones protégées en matière d'urbanisme, avec comme objectif donc, de préserver la haute qualité du cadre de vie de ces centres anciens. Donc, il faut savoir qu'il y a 68 centres anciens en Wallonie et qu'il y avait des nouvelles réglementations sur les façades, les toitures, les intérieurs d'îlots, les rez-de-chaussée commerciaux et les anciennes commerciales. Et donc, l'idée ici, c'était de pouvoir aider les personnes s'ils ont un projet de rénovation pour leur maison qui est située dans ces zones-là, de les aider au niveau de ces thématiques-là. La 2e sous-action, c'est la fiche « Rénovons durablement notre patrimoine ». Donc c'est évidemment difficile de trouver une définition vraiment claire sur c'est quoi rénover, rénover durablement. En soi, rénover, c'est est déjà durable. Et puis on s'est rendu compte, ça c'est un petit peu les réflexions qu'on a eues, que je vous présente ici, que réussir son projet de rénovation, c'est vraiment trouver un équilibre entre des enjeux personnels et des enjeux globaux. Et voilà, quel genre d'enjeux personnels? Par exemple, adapter l'habitat aux besoins actuels, anticiper les besoins futurs, l'environnement intérieur sain, essayer d'y veiller au maximum, le rendre économe, efficace en matière d'énergie, mais finalement pas seulement, il y a autre chose que l'énergie aussi, et adapter le projet au budget et aux économies en restant viable. Alors au niveau des enjeux globaux, là il y en a beaucoup plus, alors évidemment arriver à tous les rencontrer, ça paraît quand même pas évident, mais essayer de favoriser, voilà, certains peuvent préférer favoriser les ressources locales, d'autres vont vouloir favoriser la main-d'œuvre et la technologie, faire attention à la santé des travailleurs, pas uniquement à la santé des habitants, utiliser des matériaux naturels, réduire les consommations, exploiter les ressources naturelles, donc essayer de faire usage au maximum du soleil, de bien orienter sa maison, de la pluie, avec comment est-ce qu'on appelle bref, vous m'avez compris. Favoriser la biodiversité, essayer de conserver le bâtiment dans son contexte bâti paysager, préserver l'identité architecturale du bâti. Donc voilà, il y a tellement de choses qu'en fait, c'est voilà, faire des choix, il n'y a rien à faire, trouver cet équilibre en faisant des choix, en les priorisant et au final
ce projet de rénovation sera le plus durable possible pour chaque personne qui a déjà été dans cette réflexion-là en tous les cas. Et concernant la troisième fiche, donc rénovons durablement le centre de Pérué. Donc l'objectif était de sensibiliser les habitants au patrimoine de leur commune pour une meilleure reconnaissance de leur patrimoine, la prise en compte des règles ZPU, et une approche vers la rénovation durable du bâti, et donc identifier le patrimoine des Péruvésiens. Donc cette fiche comprend plusieurs volets. D'abord une approche historique avec 3 quarts de référence, les caractéristiques du patrimoine de Pérué et la mise en valeur de quelques bons exemples de rénovation durable. Et donc ça donne une fiche comme ceci qui est aussi un triptyque. Donc en termes de conclusion pour cette action, c'est sûr que les centres anciens sont des potentiels écoquartiers. Il n'est pas toujours nécessaire de vouloir construire de nouveaux écoquartiers éloignés de tout. Le fait de se reconcentrer sur les centres urbains peut être quelque chose de très utile. Alors concernant l'action phare des autres partenaires, comme je vous le disais, donc, ça a été le fait de rénover un ancien bâtiment pour en faire un centre de démonstration. Donc là ici c'est le National Trust à Londres, donc ils ont rénové des anciennes écuries pour en faire un centre de démonstration. Ici vous avez l'Eco-Reus à Anvers, vous avez ici l'hôtel particulier la White Rose à Delft, donc avec une façade à vraiment très haut potentiel architecture, à très haute valeur patrimoniale, pardon. Vous avez ici la ville de Ludwigsburg, leur centre de démonstration, et Lille avec son centre de démonstration qui a été ouvert fin 2013, qui s'appelle la Maison de l'Habitat Durable de Lille. Donc ils sont tous ouverts, ils ont tous été terminés, sauf celui de Delft qui n'est pas encore totalement terminé. La façade est totalement terminée, une grande partie de l'intérieur est terminée, mais voilà, il reste encore quelques travaux. Pour les autres, ils sont ouverts au public. C'est quoi? C'est une sorte de musée, on peut rentrer, on peut avoir une série d'informations sur les matériaux, des isolants, sur... parfois ça va bien sûr au-delà, c'est le comparatif eau de ville ou en bouteille, le gaspillage, le cycle de vie des produits, etc., etc. Il y a aussi la possibilité, comme à Lille, d'avoir des guichets de conseils, un peu comme nos guichets de l'énergie, qui ont été centralisés ici aussi pour rendre le conseil encore un peu plus pertinent pour les visiteurs. Alors pour terminer, juste pour vous présenter également les 2 outils de communication qui ont été développés par le partenariat dans son ensemble. Donc il y a d'abord un manuel qui a été rédigé avec toutes les petites mains regroupées, qui s'adresse au grand public, qui a comme objectif d'informer et d'orienter toute personne désireuse d'en apprendre plus sur la manière de rénover durablement son habitation et sur les étapes à suivre. Et c'est le fait de dire, ben voilà, si nous, sans des démonstrations avec un vieux bâtiment, un grand bâtiment, on a réussi à le rénover durablement en testant des techniques, vous pouvez y arriver vous aussi. Voilà, ça se présente comme ça. Et puis des lignes directrices qu'on appelle guidelines, qui s'adressent, elles, aux personnes qui souhaitent mettre sur pied un centre de démonstration. Et donc c'est pour les aider dans leur démarche, puisque c'est les aider à savoir comment mettre en place un centre, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, quel est le lieu idéal, comment le gérer, comment l'animer, comment communiquer dessus. Et donc ça se trouve sur le site internet de Living Green, en cliquant, je pense, sur mettre un centre, développer un centre. Donc c'est livinggreen.fr si ça vous intéresse. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je ne sais pas si... Moi, le problème, c'est que je ne sais pas rester au-delà de 6 heures. Donc je ne sais pas si des personnes ont des questions, c'est peut-être mieux qu'ils les posent peut-être maintenant, parce qu'après, je ne serai malheureusement plus là. Vous avez des premières questions? Tout de suite. Ben, merci beaucoup. Merci. On va accueillir maintenant Éric Henry, qui est docteur en génie civil, maître de conférence à l'Université de Valenciennes,
qui va nous parler d'un projet de recherche qui est initié par la région Nord-Pas-de-Calais et l'ADEME, qui est une solution adaptée pour la performance environnementale en rénovation des logements ouvriers, mieux connu sous le nom de Saperlo.